Par commodité, j'avais pris le train pour aller à Marvejols. Arrivé à la gare, une voiture m'amena place des Cordeliers, là où j'avais rendez-vous. Avec l'histoire. Venez, les yeux en pleurs, écoutez, je vous prie, le récit des horreurs d'une bête en furie. Et là, si redoutable, qu'on n'a rien vu de pareil, on ne peut voir la semblable sous l'éclat du soleil. Tout est en désarroi dans notre voisinage, tout est saisi d'effroi, voyant un tel carnage, toute l'affreuse rage de ce cruel animal ôte d'abord le courage à chacun en général au bois de Saint-Chély. La bête carnassière a dévoré aussi d'une dent meurtrière 15 personnes, hommes, femmes et enfants. Tout le monde s'en étonne, mais surtout les paysans, lorsqu'elle tient sa proie. De 1764 à 1767, elle a semé la terreur de Langogne à Pinols, de Saugues à Aumont-Aubrac. 100 meurtres connus, des dizaines de blessés, mutilés, estropiés, défigurés. Elle échappait à toutes les poursuites, à tous les coups. Elle se montrait plus intelligente que l'homme, que les hommes qui la traquaient, la piégeaient. En vain. 10 fois on la tue, 10 fois, tel le phénix, elle renaît de ses cendres. Qui était-elle ? Le propos de ce documentaire autour de la bête du Gévaudan n'est pas de reprendre une fois de plus son histoire enrichie de quelques documents encore inédits, ni d'avancer une nouvelle hypothèse ou thèse sur sa nature. Il est uniquement de présenter quelques aspects du problème dans leur contexte historique, social et économique, voire psychologique, vous laissant le soin de conclure sans passion ni parti pris. La première victime officiellement recensée est Jeanne Boulet de Saint-Étienne-de-Luc d'Arès. Enterrée le 1er juillet de 1764, dit le registre de la paroisse, est morte sans sacrement, ayant été tuée par la bête féroce. Le 8 août, une fille de 15 ans, nommée Masméjean, est dévorée à Puylaurens. À la fin du même mois,
un garçon de 15 ans est encore la proie de la bête. Au commencement de septembre, une femme des Estrées, paroisse d'Arzin, subit le même sort. Le 16, un garçon de Choisiné, paroisse de Saint-Flour de Mercoire, est dévoré. Le 26, enfin, le même malheur survient à une fille du village de Thore, paroisse de Rocle. La bête féroce dévora au lieu d'Apché une fille âgée de 20 ans le 7 octobre. Le lendemain, elle attaqua un jeune homme âgé d'environ 15 ans, au lieu-dit du Pouget, paroisse de Lafage, et lui écorcha la majeure partie de la tête. Elle fit la même opération au lieu d'Équerre, à un autre jeune homme du même âge. Ensuite, elle dévora un jeune homme de 12 ans, au lieu de Contre-Andrès, paroisse de Sainte-Colombe, et une fille âgée de 20 ans, au lieu de Grazeires, paroisse de Saint-Alban. Le 10, deux jeunes gens du village de Bergonius, paroisse de Fontan, sont attaqués avec leur sœur âgée de 10 ans, pendant qu'ils gardaient les moutons. Malgré leur résistance, la fillette fut blessée assez grièvement à la joue et au bras. Vers la fin de 1764, des villageois de la Bastide parvinrent à la mettre en déroute alors qu'elle venait de sauter sur une jeune fille de 20 ans, Catherine Boyer, qui étendait du fumier tout près du village. Une autre jeune fille, âgée de 14 ans celle-là, habitant la paroisse de Saint-Just, fut attaquée par la bête quelques jours après. Le dimanche 19 mai 1765, une femme de 45 ans qui gardait des bestiaux dans le bois de Servillange, paroisse de Venteuge, fut égorgée et en partie dévorée. Le 21 mai, en plein village de Mézérac, paroisse de Saint-Pierre-le-Vieux, la bête enleva un enfant. Poursuivie par les gens du village, elle finit par lâcher l'enfant qui s'en sortit sans trop de mal. Le 24 mai, elle tua Marguerite Martin, 20 ans, de Saint-Pierre-de-Faux, alors qu'elle gardait ses vaches. Le même jour, dans la paroisse de Juliange, elle tua Marie Vallès, 13 ans. Le 1er juin, la bête tue un garçon de 10 ans à Nozérolles. Et le même jour, elle tue et mange en partie Jeanne Hugon, 11 ans, dans le bois de l'Aire près de Nozérolles. La bête continua ses méfaits. Début juillet, elle attaqua en plein jour le courrier de Mende aux Malzieux, alors qu'il se trouvait entre Serverette et Saint-Amand. Le cheval fut cruellement blessé. Le 4 juillet, à Broussol, près de l'Orsière, une femme de 50 ans est tuée. Et encore le 22 juillet, un enfant de 9 ans. Le 9 août, à Pontpeyrac, une fille de 16 ans. Le 8 septembre, une fille de 12 ans à la Vachellerie. Et le 13 septembre, une fillette de 13 ans dans le bois de la Bessère Sainte-Marie. Le 21 décembre 1765, la bête tua une fillette de 11 ans, Agnès Mourgue, de Marcillac, paroisse de l'Orsière. L'année 1765 est celle qui vit le plus grand nombre de victimes. Et chose à remarquer,
tous les méfaits étaient commis en plein jour. Le 4 mars 1766, c'est un enfant de 9 ans, Jean Bergogneau de Montchauvet, qui est enlevé alors qu'il va faire boire ses bœufs. L'enfant mourra de ses blessures. 10 jours plus tard, le 14 mars, une petite fille de 8 ans, Marie Bompard du Ligogne de Saint-Pierre-du-Faux, est éventrée. Et, après une accalmie de plus d'1 mois, une autre petite fille est tuée à l'orée du bois de Montmurzier. 44 jours plus tard, un jeune métayer de 10 ans, Jean Tailcèdre, qui gardait des vaches dans le bois de la Sagnette, au pied de la Margeride, fut dévoré. Rien que pour le mois de mai 1767, on dénombre 6 victimes égorgées. Voici un bilan approximatif des victimes humaines. Le total officiel s'élève à 168, dont tués ou morts de leurs blessures, 100, blessés réchappés, 26, sortis indemnes d'une attaque, 42. Encore conviendrait-il de majorer ce total, car nous n'avons que les chiffres des actes de sépulture faisant explicitement référence à la bête. Les corps non retrouvés n'ont pu être enregistrés par les curés. Sans compter les multiples agressions ne se soldant pas par la mort des victimes. Mais la centaine de victimes attribuées à cette bête est bien réelle, et il faut bien lui trouver une explication. Quant à ces chiffres officiellement recensés, sont-ils connus du public? Le sondage qui va suivre va peut-être nous les confirmer ou les modifier selon la légende qui entoure la bête et qui s'est installée dans les esprits. Monsieur, la bête du Gévaudan, combien a-t-elle fait de victimes? Il me semble qu'on a toujours exagéré le nombre de victimes qu'a tué la bête du Gévaudan, mais je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de personnes tuées par vraiment la bête du Gévaudan. Il n'y a pas dû y en avoir plus d'une dizaine. Mademoiselle, connaissez-vous le nombre de victimes liées à la bête du Gévaudan? Je pense qu'elle a fait pas mal de victimes, je dirais environ 500. Monsieur, avez-vous une idée du nombre de victimes agressées par la bête du Gévaudan? Non, c'est assez imprécis, je ne me souviens pas bien ce que j'ai lu dans la légende, mais je dirais une vingtaine de personnes. Monsieur, la bête du Gévaudan, combien a-t-elle fait de victimes? Je pense que la bête du Gévaudan a fait une dizaine de victimes, mais je n'en suis pas sûr du tout. Monsieur, connaissez-vous le nombre de victimes liées à la bête du Gévaudan? Non, pas du tout. Madame, avez-vous une idée du nombre de victimes agressées par la bête du Gévaudan? 500. Madame, la bête du Gévaudan, combien a-t-elle fait de victimes? Je pense entre 150 et 180. Voici quelques dates enrichies de leurs faits qui marquèrent chronologiquement les grandes étapes de cette affaire. Juin 1764. Une bête féroce attaque des humains dans la région de Langogne, sur le Haut-Allier, aux confins du Vivarais et du Gévaudan. Juillet 1764. La multiplication des attaques de femmes, jeunes filles et enfants commence à inquiéter autorités et population. J'ai vu la bête, j'ai vu la bête. C'est un animal redoutable. Il est beaucoup plus haut qu'un loup. Il est bas du devant et ses pattes sont armées de griffes. Il a le poil rougeâtre, la tête grosse, longue et finissant un museau de lévrier. Ses oreilles sont petites, droites comme des cornes. Quant à son poitrail, il est large et un peu gris. Il m'a semblé que son dos est rayé de noir et il a une gueule énorme, armée de dents si tranchantes qu'il aurait, paraît-il, séparé plusieurs têtes du corps, comme pourrait le faire un rasoir. Il a le pas assez lent, mais je l'ai vu courir en bondissant. Il est d'une agilité et d'une vitesse extrême.
Il se dresse sur ses pieds de derrière et s'élance sur sa proie qu'il attaque au cou, par derrière ou par le côté. Comme je te le dis. Septembre 1764. Il est décidé d'envoyer à Langogne M. Duhamel, capitaine-major au régiment des volontaires de Clermont, avec 40 dragons à pied et 17 à cheval. La bête, dûment poursuivie, franchit les monts de la Margeride vers Châteauneuf-de-Rondon et s'installe dans le nord du Gévaudan. Tenez, aux dernières nouvelles, le sieur Duhamel aurait fait armer les paysans des villages et il dirige des battues, fouillant en particulier la forêt de Mercoire. Novembre 1764. Duhamel et ses hommes cantonnent à Saint-Chély-d'Apcher, d'où de grandes battues sont organisées. Dans une lettre du 19 novembre 1764, le capitaine explique combien ses dragons peinent, de 9 h du matin à 5 h du soir, à marcher dans les terres labourées, les bois, les marais. Et les chevaux ont besoin d'une ration accrue, aussi bien en foin qu'en avoine. Vers Noël 1764, poursuivi par Duhamel, la bête paraît se replier vers le nord, dans la région des Trois-Monts, Chauvet, Grand et Mouchet, son centre d'opération étant le Malzieu. La Gazette de France et d'autres journaux commencent à parler de la bête du Gévaudan. Dans une lettre adressée à l'intendant de la province, M. Duhamel dresse le portrait suivant de la bête. L'animal est de la taille d'un taureau d'1 an. Il a les pattes aussi fortes que celles d'un ours, avec 6 griffes à chacune de la longueur d'un doigt. La gueule extraordinairement large, le poitrail aussi fort que celui d'un cheval, le corps aussi long qu'un léopard, la queue grosse comme le bras et au moins de 4 pieds de longueur. Le poil de la tête noirâtre, les yeux de la grandeur d'un veau et étincelants, les oreilles courtes comme celles d'un loup et droites, le poil du ventre blanchâtre, celui du corps rouge avec une raie noire, large de 4 doigts, depuis le col jusqu'à la naissance de la queue. Et pour capturer l'animal, Duhamel a imaginé une ruse qu'il explique dans une autre lettre avec une charmante naïveté. Faire habiller ses dragons en femmes pour que la bête saute sur eux. Cet animal n'attaque volontiers que les filles, les femmes ou les enfants. J'ai imaginé de faire disperser dans les villages, ici aux environs, les dragons à pied que j'ai avec moi. En établissant 2 dragons dans chaque village, ils occuperont 18 villages. J'ordonnerai au consul de ces paroisses de faire prêter à ces dragons des coiffes et des jupes, et comme cette bête rôde toujours autour des enfants qui gardent les troupeaux, il y a lieu de penser que les dragons ainsi déguisés et accompagnant les enfants qui garderont les bestiaux, cette bête donnera dans le panneau. Quoique déguisés en femmes, les dragons n'auront pas moins leurs sabres et leurs carabines bien chargés. « 31 décembre 1764. L'évêque de Mende publie un mandement faisant de la bête un animal inconnu, fléau de Dieu, envoyé en punition des péchés du monde. Monseigneur de Choiseul-Beaupré pouvait se dire légitimement, en toute légalité, comme il le fait en tête de son mandement, évêque, seigneur et gouverneur de Mende, comte de Gévaudan, conseiller du roi en tous ses conseils, il était ès-fonction et de droit, président des États du Gévaudan et membre de ceux du Languedoc.
Son autorité sur le diocèse de Mende était donc tout à la fois spirituelle et pour une part temporelle. Elle était renforcée par la vénération due à son grand âge, à la dignité de sa vie et à sa charité active. Laudate eum omnes virtutes eius. Alleluia, alleluia. Laudate eum sol et luna, laudate eum omnes terra et lumen. Alleluia, alleluia. L'impact de son mandement fut de ce fait notablement plus grand que ne l'eût été celui d'un prélat courtisan et absentéiste. Enfin, la parenté de l'évêque de Mende avec le principal ministre et son cousin et collègue contribua sans aucun doute aux réactions du roi devant la désolation causée par la bête en ces provinces de Gévaudan et d'Auvergne. Premier dimanche de janvier 1765. Le mandement épiscopal est lu en chaire dans les paroisses. Le prélat ordonna des prières publiques et le Saint-Sacrement fut exposé dans la cathédrale, ainsi que dans les autres églises, comme au temps des calamités les plus grandes. Voici un extrait du mandement. Que trop, ce fléau extraordinaire, ce fléau qui nous est particulier et qui porte avec lui un caractère aussi frappant de la colère de Dieu contre ce pays. Une bête féroce, inconnue dans nos climats, y paraît tout à coup comme par miracle, sans qu'on sache d'où elle peut venir. Partout où elle se montre, elle y laisse des traces sanglantes de sa cruauté. La frayeur et la consternation se répandent, les campagnes deviennent désertes. Les hommes les plus intrépides sont saisis de frayeur à la vue de cet horrible animal, destructeur de leur espèce, et n'osent sortir sans être armés. Il est d'autant plus difficile de s'en défendre qu'il joint à la force la ruse et la surprise. Il fond sur sa proie avec une agilité et une vitesse incroyables. Dans un espace très court, vous le savez, ils se transportent en des lieux différents et éloignés les uns des autres. Il attaque de préférence l'âge le plus tendre et le plus faible, même les vieillards, en qui il trouve moins de résistance. Février 1765. Malgré de grandes battues, les meurtres continuent. La France entière, voire l'étranger, commencent à s'émouvoir. De grosses primes sont offertes par le roi, l'évêque, les États du Languedoc et les syndics du Gévaudan et du Vivarais. Avis à la population. Le roi offre 6 000 livres à celui ou à celle qui tuera la bête et ordonne que l'animal soit vivé et que la peau et le squelette soient conservés pour être déposés dans son jardin. Les États du Languedoc ajoutent à cette somme 2 000 livres. L'évêque demande 1 000 et les syndics du Gévaudan et du Vivarais 200. Comme vous le savez, ces 9 200 livres représentent une véritable fortune. Qu'on se le dise. Fin février 1765. Louis XV décide d'envoyer en Gévaudan de nouveaux chasseurs. Mes amis, l'insuccès de Duhamel et de ses dragons inquiète la cour qui vient de décider de nous envoyer dans notre pays du Gévaudan un vrai et célèbre chasseur de loups, qui en aurait, paraît-il, tué plus de 1200. C'est le gentilhomme normand d'Enneval. Son fils, capitaine au régiment d'Alençon, doit l'accompagner. Ils doivent venir avec un valet et 6 limiers de la plus grande taille,
parfait pour le loup, un piqueur et 2 chiens. Début mars, les Denneval étaient en Gévaudan et leur plus grand souci fut de faire décamper Duhamel et ses dragons pour avoir l'exclusivité de la chasse et des primes promises. À la même époque, certains remplis d'imagination n'hésitent pas à envoyer leurs recettes destructives à l'intendant de la province. Voici ce que lui écrit le sieur Joas du Papou. Comme cet animal furieux ne fait sa proie que du sexe, ainsi qu'il est dit par le bruit commun, il conviendrait pour cet effet d'emprunter l'artifice pour que sa proie soit son véritable vengeur. À cette cause, vu que ce monstre est acharné au dit sexe, il faudrait qu'en tous les lieux qu'il apparaîtra, on fît des femmes artificielles composées avec du plus subtil poison et les exposer à différentes avenues sur des piquets pliants pour inciter ce maudit animal à exécuter son indigne fureur et à avaler sa propre femme, en sorte que, pour composer ces femmes postiches, c'est d'avoir premièrement 3 vessies de cochon et le col d'une brebis ou mouton dépouillé à chaux vive. Au temps de la bête, l'intendant qui gouvernait le Languedoc s'appelait Joseph-Emmanuel de Guignard, de Saint-Priest, et siégeait à Montpellier. Son subdélégué pour le Gévaudan était Étienne de Lafont. Il remplissait depuis 1749 le rôle de syndic du diocèse de Mende, nommé à ce poste par l'évêque et les États du Gévaudan. Les frères de Lafont, Jacques et Trophime, le secondèrent très activement dans sa lutte contre la bête. Le syndic Lafont montra un admirable dévouement au bien du pays dans ces heures tragiques. On le voit partout. Sans cesse, il intervient pour faciliter leurs tâches, au capitaine Duhamel, au Denneval, qu'il juge plutôt sévèrement. Il reçoit avec une extrême patience les plaintes et les récriminations. Il témoigne à chacun la plus grande bienveillance. Il s'efforce toujours d'apaiser les querelles, de concilier les points de vue. Depuis Mende, il se déplace infatigable pour assister aux chasses, pour aller vérifier en Margeride les méfaits de la bête. Il rend compte de tout, avec une précision rare, à son intendant ou au comte de Montcamp, qui commande à Montpellier les troupes de la province. 26 mars 1765. Les États du Gévaudan se réunissent à Mende. M. Étienne Lafont, syndic du diocèse, rend compte aux États de la situation, des efforts de messieurs Duhamel et Denneval. L'Assemblée délègue au syndic les pouvoirs nécessaires pour agir contre l'animal féroce. Le comte de Morangiès, qui intervient assez souvent dans l'histoire de la bête, est Pierre Charles, celui qui a su prendre la première place dans la noblesse gévaudanaise, après la mort du comte de Peyre, César de Groslay. Voici ce qu'il écrit dans une lettre du 3 mai 1765. Le sort de notre malheureux pays se décide aux Malzieux par ces aventuriers au milieu des pots et des verres, et de concert avec tous les crapuleux de cette folle cité. Mais la lettre en question ressemble à un violent réquisitoire contre les Denneval, père et fils, qu'on avait présentés comme des tueurs de loups incomparables. Or, le vieux Denneval craint les rudesses du climat lozérien. Il craint d'exposer ses précieux chiens et de les perdre. Il est installé aux Malzieux et préfère y rester bien à l'abri. Mais le baron de Saint-Alban en veut aux gens du Malzieux car ils dépendent de la baronnie de Mercœur, alors au prince de Conti, et la sympathie ne règne pas entre eux et Morangiès. Juin 1765. Les chasses et battues de messieurs Denneval n'ont abouti à aucun résultat. La bête continue à tuer. Les Gévaudanais sont exaspérés par les exigences de messieurs Denneval. Le roi, excédé, décide alors d'envoyer en renfort son propre porte-arquebuse et lieutenant des chasses,
François-Antoine. Juin 1765. Monsieur Antoine arrive en Gévaudan. Il est accompagné de son fils cadet, dit de Beauterne, qui était chevau léger. Il fixa sa demeure au château du Bessay, près de Saugues, et amena avec lui des gardes-chasse du roi, de Monseigneur le duc d'Orléans, du prince de Condé, du prince de Conti. Il mena plusieurs chiens de différentes espèces. Juillet 1765. Les rapports s'étant tendus, entre messieurs Denval et Antoine, les premiers, disgraciés, repartent pour la Normandie. Car si au début, Antoine et Denval avaient paru bien s'entendre, leurs méthodes divergeaient fort. Tandis que les Denval multipliaient les battues, en réquisitionnant les paysans, Antoine était partisan des affûts silencieux, pendant la nuit, et voulait poster le jour des gardes au passage de la bête. Et c'est par un ordre de Paris, mettant fin à la mission des Denval, qui partirent le 18 juillet, laissant peu de regrets dans le pays. Juin à septembre 1765. Ces équipages renforcés de chiens venus des meutes royales et princières permettent à Antoine d'organiser chasse sur chasse, battue sur battue. Tiens, Baptiste, tu connais pas la dernière? À la chasse générale du 16 août, un regrettable incident a eu lieu au bois de Montchauvet, dans la paroisse de Servières. 3 paysans que tu dois connaître, Jean Chastel et 2 de ses fils, Pierre et Antoine, de l'abbaye de Sainte-Marie, y participaient comme tireurs, chacun avec son fusil. 2 gardes-chasse d'Antoine passèrent près d'eux à cheval. Avant de s'engager dans un couloir herbeux, entre 2 bois, ils demandèrent à Chastel, père, si l'endroit n'était pas marécageux. « Aucun danger, leur répondit Jean. Tu parles. » Ils se sont embourbés. Les Chastel se sont moqués d'eux. Résultat, on les a emprisonnés à Saugues. Fin septembre 1765. La bête y ayant été signalée, Monsieur Antoine organise une chasse outre-alliée, dans les bois de l'abbaye Sainte-Marie des Chazes, où un très grand loup est tué. Nouvelle extraordinaire parvient dans toute la région, portée par le carillon des cloches. La bête est morte, la bête est morte, et c'est monsieur Antoine qui l'a tuée. La bête ayant été tuée sur le territoire de l'Auvergne, ce fut l'intendant de cette région, M. de Ballainvillers, qui fit part à Sa Majesté Louis XV de cet heureux événement. Sire, nous sommes d'une joie inexprimable. Monsieur Antoine de Beauterne, porte-arquebuse de votre Majesté, a tué la bête du Gévaudan. Averti que cet animal faisait des ravages dans les bois de l'abbaye royale de Chazes, il envoya des valets, des limiers, les chiens de la louveterie de votre Majesté pour le détourner. On fit dire à monsieur Antoine que la bête était dans les bois de Pommières. Et sur le champ, cet officier partit du château de Bessay, près de la Bessère, où il se trouvait, et arrivé sur les lieux, il commanda une battue dans les réserves. Les gardes de votre Majesté, 40 tireurs du Languedoc, fouillèrent le bois, et monsieur Antoine se plaça dans un des 3. Tout à coup, il vit arriver dans un sentier le grand loup qui lui présentait le côté droit. Il se retournait pour le regarder. Il lui tira par derrière un coup de tromblon qui était chargé de 5 dés de poule, de 35 postes à loup et d'une balle de calibre. Ce coup jeta par terre cette bête furieuse. Il creva l'œil et les postes la frappèrent au côté droit et à l'épaule.
Le sieur Antoine fut renversé par la force du recul de son tromblon. Cependant, la bête se releva, courut sur lui en tournant, et monsieur Antoine, qui n'avait pas eu le temps de recharger son arme, appela du secours. Un nommé Reynard, garde de monseigneur le duc d'Orléans, arriva à temps. Il tira sa carabine sur cette bête et la frappa par derrière. Elle fit alors 20 pas dans la plaine et tomba morte. Monsieur Antoine fit reconnaître par des victimes rescapées comme étant ou pouvant être la bête qui les avait agressés. À Clermont, on a embaumé le monstre pour le présenter au roi à Versailles. Et c'est ainsi que monsieur Antoine, son fils et son équipage sont félicités et récompensés. 2 novembre 1765. Départ du Gévaudan de monsieur Antoine et de ses équipages. Début novembre 1765. Conformément aux consignes laissées par Antoine, les 3 Chastel sont libérés de la prison de Saugues sans autre sanction apparente. La bête semble avoir disparu à jamais. Décembre 1765 à juin 1767. Et voilà que la bête ou une autre bête continue ses meurtres, mais par intermittence. Elle abandonne en outre les longues randonnées et se cantonne dans le triangle des 3 monts. 5 paroisses paraissent particulièrement touchées. L'Abbessière Sainte-Marie, Grèzes, Servières, Nozairolles, Saint-Privat-du-Faux. Le jeune marquis d'Apcher, gentilhomme du Gévaudan, accourt avec des chasseurs expérimentés et des chiens, partout où l'on signale des méfaits de la bête. Le marquis Jean-Joseph d'Apcher était né en 1745, le 3 juin. Son père s'appelait Joseph de Randon, sa mère Antoinette de la Rochefoucauld. Cette dernière était la sœur du cardinal de Rouen, Dominique de la Rochefoucauld. Frère et sœur étaient nés à Saint-Chély d'Apcher. Jean-Joseph, marquis d'Apcher, était comte de Besques. Il résidait à ce château de Besques, près de Charex et de Notre-Dame-des-Tours, dans le canton de Saugues. Il fit carrière dans l'armée, fut colonel du régiment de gendarmes de Lunéville, puis maréchal de Caen. Héritier de l'ancienne baronnie gévaudanaise d'Apcher, aujourd'hui dans la commune de Prunières, canton du Malzieu, il siégeait aux États du Gévaudan. La noblesse gévaudanaise l'élut comme député en 1789, à la Constituante. Il démissionna bientôt, cédant la place à son cousin, Alexandre de Châteauneuf-Randon, le marquis rouge. Il émigra quelques années plus tard en Espagne et mourut à Barcelone en 1798. 24 mars 1766. À Marvejols, réunion des États du Gévaudan. Le syndic Lafont fait le point de la chasse à la bête, depuis l'année précédente. L'Assemblée lui renouvelle sa confiance pour cette tâche. À la même époque, une relation manuscrite dit que l'animal tué par M. Antoine n'était pas la bête qui avait fait tant de dégâts, que cet Antoine tua 3 loups dans la même chasse et les conduisit à Paris en poste. Mais sans doute, il n'en montra qu'un, pour mieux jouer son rôle et faire croire que c'était la fameuse bête. Peut-être céda-t-il ou vendit-il les autres à des gens qui les portèrent çà et là pour gagner l'argent, ce qui est vraisemblable. M. Perségol, pharmacien de Marvejols, m'a dit, continue le narrateur, qu'étant à Douai en Flandre en qualité de dragon, il y vit des paysans du Gévaudan qui faisaient voir, en payant, une bête empaillée qu'ils disaient être la fameuse bête. Les reconnaissant pour être du pays à leurs habits et à leur langage, ils s'approchent d'eux,
et leur dit à l'oreille: Vous êtes des imposteurs, car mon père vient de m'écrire que la bête continue toujours ses ravages. N'en dites rien, lui répondirent-ils, laissez-nous gagner notre vie. C'était un gros loup, qui avait depuis le cou jusqu'à la queue une bande de poils noirs extrêmement longs et rudes. Pendant ce temps, on usait de tous les moyens pour détruire le dangereux animal. Et le ministre, informé des ravages continuels de la bête, adressa à monsieur l'intendant un mémoire contenant différentes méthodes pour la destruction des loups. Voici la première de ces méthodes. Elle consistait à empoisonner des chiens avec la noix vomique, du verre pilé, d'oignons de colchique et de l'éponge frite à la poêle avec de la graisse. À faire ensuite plusieurs ouvertures dans le corps du chien et à le remplir de ce poison. À fermer ensuite ces ouvertures avec de la fiente de vache et à exposer le chien ainsi préparé dans les lieux fréquentés par les loups pour leur servir de pâture. Les commissaires du pays firent usage de cette recette. Elle produisit d'excellents résultats, mais la bête ne touchait pas aux aliments empoisonnés jetés sur son passage. La terrible bête ne se laissait pas prendre à ce piège. Elle devait mourir d'une autre mort. Mai 1767. Pèlerinage à Notre-Dame-des-Tours, paroisse de Monistrol d'Allier. La Vierge est suppliée de mettre fin aux épreuves des populations. Les Chastel participent à ce pèlerinage avec leur paroisse. Juin 1767. Pèlerinage à Notre-Dame de Beaulieu, paroisse de Pollack. Jean Chastel père y aurait fait bénir son fusil et des balles. Jean Chastel, né en 1708, de Claude Chastel et Jeanne Bergogneau, était en 1764-1767 cabaretier à la Bessière Sainte-Marie. Marié en 1735, il eut 9 enfants. Il décéda vers 1790. Il est qualifié de chasseur professionnel, c'est-à-dire de bon chasseur possédant un fusil. 19 juin 1767. Une chasse est organisée par le marquis d'Apcher avec 12 chasseurs. Parmi les chasseurs était le nommé Jean Chastel, dit la Masque. Ce Chastel eut l'avantage de voir passer la bête devant lui. Il la tomba d'un coup de fusil et fut assailli de suite d'une troupe de bons chiens de chasse. Dès qu'on vit l'animal, hors d'état de faire des victimes, il fut chargé sur un cheval et porté au château de Besque, paroisse de Charret, dans l'Auvergne, près des frontières du Gévaudan. Monsieur d'Apcher, conducteur de la chasse, voulut s'en faire honneur. Il envoya de suite chercher à Saugues Boulanger, dit la Pégranie, sans doute par dérision, car c'était un mauvais chirurgien apothicaire, et lui dit d'embaumer cette bête pour qu'elle pût se conserver saine jusqu'à Paris, où il voulait la faire présenter au roi. Ce chirurgien ignorant se contenta d'en sortir les entrailles et de les remplacer par de la paille. On la garda ainsi maladroitement une douzaine de jours pour contenter la curiosité d'une infinité de personnes du voisinage qui venaient la voir. Juin à août 1767. Sommairement naturalisée, la bête tuée par Chastel est emmenée par le chemin des écoliers jusqu'à Versailles, où elle parvient dans un tel état que le roi ordonne de l'enfouir immédiatement. Monsieur de Buffon a toutefois le temps d'y voir une espèce de grand loup, et Jean Chastel fut renvoyé dans ses foyers sans aucune récompense. « 9 septembre 1767. Comme les ravages avaient cessé, les États du Languedoc allouèrent à l'heureux chasseur une récompense pécuniaire. Monsieur le receveur des tailles du diocèse de Mende, en exercice la présente année, payera au nommé Chastel la somme de 72 livres de gratification qui lui a été accordée par messieurs les commissaires
du diocèse pour avoir tué le 19 juin dernier, dans une chasse exécutée sous les ordres de monsieur le marquis d'Apcher, une bête qu'on présume attendu la suspension des malheurs depuis le dit temps, être celle qu'il est causée dans la partie du Gévaudan qui avoisine l'Auvergne du côté de Saugues, sans préjudice au dit Chastel, de solliciter et d'obtenir de plus grandes gratifications, surtout dans le cas où les malheurs auraient par la suite entièrement cessé, laquelle somme sera allouée au dit sieur receveur en rapportant le présent mandement et quittance. En outre, le 3 mai 1768, le diocèse de Mende accordait la somme de 312 livres aux 12 chasseurs compagnons de Chastel. Tous s'étaient trouvés aux chasses, ordonnées et dirigées par monsieur le marquis d'Apcher. En leur accordant cette gratification, on constatait avec bonheur que depuis la mort du loup tué par Jean Chastel, les accidents avaient cessé, n'ayant eu aucune personne dévorée, blessée ou attaquée par les bêtes féroces. La bête du Gévaudan avait donc fini le cours de ses sanglants exploits. Le monde entier s'était occupé d'elle. Les gazettes en parlèrent pendant 3 ans. Pendant un certain temps, on ne désigna plus à Paris le Gévaudan que sous le nom de pays de la bête. La mode même, avide de toutes les nouveautés, créa une couleur spéciale, celle de la bête. Elle avait occasionné d'énormes dépenses au pays, qui s'étaient imposées extraordinairement. Effectivement, en ne tenant compte que des dépenses engagées par l'État et relevées dans les manuscrits déposés à la Bibliothèque nationale, il fut dépensé 29 614 livres pour la destruction de la bête d'épouvante. Que faut-il maintenant penser de ces trop nombreux massacres? Sont-ils dus à un seul carnassier, à la bête du Gévaudan, ou au contraire, ne sont-ils pas plutôt dus à plusieurs loups féroces et dont le pays était infesté à cette époque? Loin de nous l'intention de détruire ou même d'amoindrir la légende. Mais si nous consultons les relevés des loups tués en Gévaudan de 1760 à 1770, nous verrons qu'ils pullulaient dans nos montagnes. En effet, du 23 mai 1761 au 13 février 1770, on tue 679 loups. Une abondante littérature illustre l'affaire de la bête du Gévaudan. L'opinion des auteurs sur la nature de la bête fait apparaître 2 grandes catégories de coupables présumés. Animaux, êtres humains. Parmi les animaux, plusieurs espèces sont avancées. Loup, hyène, fléau de Dieu, glouton, chien-loup, tigron, monstres mi-loup mi-hyène ou animaux non précisés. Parmi les humains, on distingue ceux qui sont seuls, ceux actionnant des animaux. Et vous, qu'en pensez-vous? Après toutes les théories qu'on a entendues, moi, mon opinion, ce serait qu'il y a eu plusieurs grands loups solitaires qui ont dû attaquer les gens à différents endroits en Lozère, mais je pense pas qu'il y ait vraiment eu une bête du Gévaudan, un monstre, quoi. Je pense surtout que la bête du Gévaudan, c'était une meute de loups affamés qui se sont acharnés sur quelques villages ou des personnes, mais je pense pas que c'était une seule bête.
Pour moi, la bête, à mon avis, ressemblerait à un loup, serait un loup ou un gros chien peut-être, un chien-loup. Et qui s'est attaqué à des troupeaux et à des gens, à des bergers surtout, et à d'autres personnes, et puis ensuite qui a été tué par Chastel, tant que je me rappelle. Et quant à la légende de la bête, je pense que c'était ça, c'était un animal un peu féroce, un chien devenu sauvage, ou voire un loup peut-être. À mon avis, la bête du Gévaudan, c'était une légende. Je pense que il y avait certainement un assassin dans le pays, mais que les personnes en question ont été tuées par un homme et non par une bête. À mon avis, un gros loup. Un loup peut-être un peu plus important que les autres et plus dangereux. Je pense que c'était un loup. Je pense que c'était un gros loup ou peut-être un animal échappé d'un zoo. Qu'était la bête du Gévaudan? On ne le sait trop. On a toujours parlé de loup, un animal qui était très commun à l'époque, et pendant les chasses qui ont duré 3 ans, on en a tué plus de 200. Et naturellement, il dévorait quelques moutons. Mais si nous voyons le loup sauvage, c'était un animal assez timide, qui fuyait l'homme, car l'homme étant plus grand que lui, il en a peur. Et il s'enfuit aussi à un bruit intempestif, comme les coups de fusil. Poussé par la faim, pendant l'hiver, il arrive à pénétrer dans les lieux habités, où il trouve des chiens ou d'autres animaux qui sont dans les rues, ou même des restes des reliefs de repas. Ainsi, à Marvejols, il y a une rue qui s'appelle rue du Loup. Pourquoi? Tout simplement, un loup était entré à l'intérieur de la ville. Il peut être dangereux, le loup, lorsqu'il est en meute et qu'il chasse. On le comprend très bien. S'il s'habitue à l'homme, par exemple, quand il est prisonnier, en cage, ou qu'il s'attaque souvent à lui pour faire des attaques sur les troupeaux, il a moins peur de l'homme, mais comme un chien attaché, enfermé, devient hargneux, il devient agressif. Les loups font pareil. Ainsi les dompteurs, qui pourtant sont toujours attentifs à leurs bêtes, qu'ils soient tigres ou lions, sont parfois attaqués et même tués. Le loup, à l'époque, n'avait pas le même portrait que l'on s'en fait à l'heure actuelle. On en avait, disons, à moitié peur. On lui sacrifiait quelques moutons et cela suffisait généralement. Il est probable qu'à l'image des autres énigmes célèbres qui interrogent l'histoire de France, la bête du Gévaudan ne livrera jamais son secret. Et je dirais, tant mieux, car le jour où le mystère sera élucidé, l'intérêt porté à la bête du Gévaudan diminuerait considérablement. La bête du Gévaudan n'était pas un loup. Aucun loup n'a le comportement qu'on a mis sur le dos de la bête. Il y avait chaque année des crimes en Gévaudan attribués à la bête pendant 3 ans, 1764-1767. Mais de là à croire que le loup était l'éternelle victime, tout le monde savait très bien que le loup n'était pour rien dans tous ces crimes, tous. Il a fallu des historiens ignares pour dire que la bête était un loup, tout simplement.
Or, quand je lis par exemple sous un auteur connu, que le loup attaque le berger d'abord, il se débarrasse du berger pour pouvoir prendre un mouton, c'est un peu scabreux. On ne peut vraiment pas affirmer catégoriquement que la bête est un loup ou une famille de loups. De plus, ceux qui l'ont vu en ont fait des portraits très différents. Ils ont vu des couleurs diverses, des tailles diverses, allant jusqu'à celle d'un veau. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens avaient peur. Je ne me mêlerai pas à la querelle qui oppose les spécialistes entre eux. Et à la limite, je serais tenté de dire qu'importe que la bête du Gévaudan soit un chien, un loup, un chien-loup ou que sais-je encore. Car ce qui est important, c'est de savoir et de comprendre pourquoi, à l'aube du 3e millénaire, les écrivains, les historiens et le commun des mortels s'intéressent encore à cette énigme. Si c'est d'un loup, je crois que les gens, les paysans du coin, auraient dit c'est un loup. Mais là, la bête c'est une différenciation. Et c'est bien que cette bête n'était pas un loup, parce que les loups, ils les connaissaient, on en tuait plusieurs centaines chaque année en Gévaudan. Alors il n'y a pas de raison de faire une différence entre ce loup-là et les autres. Et aussi la religion. La religion a donné le sentiment de peur de la mort, surtout si on n'avait pas de sacrements. Et on craignait l'enfer, le purgatoire, et pour les tout jeunes, les limbes. La religion implique aussi une punition divine, et l'évêque l'a bien mentionné dans son mandement. Je crois personnellement que pour faire avancer les recherches, il convient de quitter le domaine événementiel et de se placer dans une perspective historique. Il faudrait étudier les mentalités de l'époque, du peuple, la position du clergé gévaudanais par rapport à l'évêque de Mende, Monseigneur Choiseul-Beaupré, qui détenait à la fois le pouvoir temporel et spirituel. Et pourquoi tous les seigneurs, tous les petits vassaux d'un côté ou de l'autre, tous possédaient des chiens de guerre. Ces chiens de guerre, Henri VIII, roi d'Angleterre, en avait offert 500 à Charles Quint quand il se préparait à envahir la France. De tout cela, il est fort difficile de dire ce qu'était la bête. Plusieurs possibilités ont pu s'entremêler. Il serait étonnant qu'une seule cause, et puis sans victime, surtout parfois à des distances importantes et dans un temps très court. Enfin, j'affirmerai que derrière l'énigme de la bête du Gévaudan se cachent plusieurs symboles. Le pouvoir absolu d'un monarque déjà en fin de règne vacille. Un des meilleurs louvetiers de Louis XV, le gentilhomme normand d'Enneval, n'arrive pas à abattre la bête. Et son successeur, Antoine de Beauterne, fera pire encore, puisqu'il sera obligé d'avoir recours en 1765 à une supercherie pour faire croire que le Gévaudan est enfin débarrassé du cruel animal. Et Monseigneur de Choiseul-Beaupré, l'évêque de Mende, brandira la bête du Gévaudan comme un épouvantail. Dans son mandement du 31 décembre 1764, il écrira que la bête est un fléau envoyé par Dieu pour punir les dérèglements de la jeunesse. Et enfin, je dirais que la bête du Gévaudan est une formidable affaire médiatique
en employant le jargon de notre XXe siècle. Toutes les gazettes de l'Europe se sont fait écho des événements tragiques qui se déroulaient en Gévaudan. Et c'est un phénomène bien connu de nos gouvernants. Parfois, il est utile d'agiter des hochets pour amuser le bon peuple. Cela a un avantage, cela sert à éluder les vrais problèmes du moment. Mais au fait, la bête n'est morte que le temps d'une chasse. Depuis, elle continue à hanter la mémoire des hommes.